Alors ce matin, pour la pratique du calme mental, le matin on est à la Maison Verte, dans le quartier des Grottes à Genève, j'évoquais évidemment un peu comme toujours ces notions clés qui sont l'idée de la présence, mais l'idée aussi de Tenshe, c'est-à-dire Tenpa Shishin, c'est-à-dire l'attention d'une part, le rappel, on pourrait dire, le rappel dans le sens le retour à la présence, et puis Shishin, le fait de savoir ce qui est en train de se produire à l'instant même, donc comme deux aspects complémentaires. Ensuite, ces deux aspects, on les mêle, on appelle ça en tibétain Tenshe, et Tenshe, on va traduire ça par attention vigilante. Mais en fait, c'est vraiment deux choses, c'est Tenpa et Shishin. C'est-à-dire que c'est à la fois Tenpa se souvenir, se dire ah oui, en fait, je suis en train de faire ça. C'est un peu comme revenir dans le fil de ce que nous sommes en train de faire. Et puis chez Shin, c'est savoir ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, admettons qu'on a lâché le fil, on sait. Donc on sait qu'on a perdu le fil, on sait qu'on reprend le fil, etc. Donc on est à la fois conscient et sachant ce qui se produit. Il y a les deux choses. Si on était juste conscient, mais on ne se souvient plus pourquoi on a besoin d'être conscient, bon, c'est un peu, c'est presque difficilement envisageable. Mais on pourrait imaginer d'être concentré, puis dire, au fait, pourquoi je dois être concentré? Donc là, il y a Tenpa. Tenpa, c'est vraiment, ben, bien sûr, je dois être concentré, quoi, je décide d'être concentré dans le sens où, par exemple, j'ai un support et je reviens au support. Donc ça, c'est Tenpa. C'est la capacité de revenir au support. Chez Shin, c'est ah, tiens, j'ai lâché le support. Donc on a besoin des deux, évidemment. On pourrait dire aussi que Tenpa, c'est l'impulsion de départ. Il y a quelque chose de l'ordre de l'impulsion. On lance, on place une impulsion au départ dans la pratique en se disant ok, je décide de placer mon attention sur un support et je m'y tiens. Je crois que c'est très important en fait cet aspect-là. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien aussi rentrer dans la pratique méditative sans se donner réellement une consigne très claire. Et puis finalement, on reste sur le support, ou alors on lâche le support, etc. Alors on est évidemment libre, on fait ce qu'on veut, hein, ça c'est clair, personne ne va contrôler ça, on est bien d'accord. Mais c'est intéressant comme exercice d'avoir une décision consciente, de se dire là, en général c'est comme ça que je procède d'ailleurs, c'est-à-dire je vous donne, c'est des suggestions, c'est des suggestions d'exercice, on pourrait dire. Mais c'est bien de se les donner à soi-même, se dire, ok, chiche, je vais essayer de maintenir l'attention sur le va-et-vient du souffle. Donc du coup, Tenpa peut s'exercer, logiquement, vu qu'on s'est dit que c'est cela que nous allons faire. Et donc on peut à ce moment-là savoir si oui ou non nous sommes en train de faire ce que nous nous sommes promis de faire. Et ça, c'est important. Ce matin, on a fait un exercice que je propose souvent, mais qui est vraiment très important, c'est l'idée d'observer, quoi, c'est l'observation de la conscience dans un champ de conscience. Pourquoi champ de conscience? Parce que du point de vue de l'Abhidharma, donc du point de vue bouddhiste, on a évidemment 6 consciences, on peut évoquer les 8 consciences si on veut, pour rajouter dans ce cas le Klishta-manas, c'est-à-dire le mental souillé, et l'Alaya Vijnana, la conscience base de tout, ça on peut. Mais disons, pour rester simple, on peut parler de 6 consciences, 5 consciences sensorielles et une conscience mentale. Toutes ces consciences, c'est des champs de conscience. Les champs de conscience, ça veut dire que donc l'esprit va... alors c'est une manière d'en parler, hein, c'est pas comme s'il y avait une chose qui allait quelque part, mais disons, c'est un peu pour illustrer comment ça se produit. C'est-à-dire que la conscience va se placer, encore une fois, c'est une manière de dire, mais va se placer dans un champ, imaginons le champ de la conscience sensorielle, puis elle peut passer dans le champ de la conscience auditive, ou dans le champ de la conscience gustative. Tactile, c'est sensoriel, c'est pareil, ou dans le champ de la conscience olfactive, ou dans le champ de la conscience mentale, évidemment. Tout est possible. Donc, c'est pas que seulement tout est possible, ça se produit tout le temps. C'est-à-dire que la conscience, à l'image, et je rappelais ce matin, à l'image du singe qu'on voit apparaître dans les fenêtres de la maison, depuis l'extérieur de la maison, on peut se dire, tiens, il y a 6 singes, il y a 6 fenêtres, mais en fait, il n'y a pas 6 singes. C'est toujours la même conscience.
Alors encore une fois, attention, c'est des moyens pédagogiques. On ne sait pas si c'est la même conscience dans le sens une chose en soi. C'est plus complexe que ça. Mais pédagogiquement, c'est déjà pour comprendre que pour nous, qui tâchons de méditer, qui apprenons, qui débutons toujours, parce que disons à mon avis, on peut débuter pendant très longtemps, mais c'est très intéressant aussi, on apprend à regarder ce qui se produit dans les champs de conscience. Et l'exercice de ce matin, c'était un peu ça. C'était de se dire, tiens, donc, et là encore, Tenche, c'est-à-dire si on s'est dit, tiens, on va observer ce qu'il en est de la conscience dans le domaine sensoriel, alors dans ce cas, on peut porter notre attention à ça. Ça veut dire, porter notre attention au va-et-vient du souffle, porter notre attention au mouvement peut-être de l'abdomen alors que nous sommes en train de respirer, ou à la présence du corps. Et dès que, et c'est là où c'est Sheshin, c'est-à-dire nous savons ce qui est en train de se passer, dès qu'on constate que tac, on est passé dans une idée ou d'une pensée, on est dans la conscience mentale, tac, on est en train d'écouter un son, on est dans la conscience auditive. Et ce qui devient assez hallucinant, c'est la rapidité de mobilité de l'esprit. C'est-à-dire que si on regarde comme ça, d'une part, ça nous apprend à regarder d'une manière beaucoup plus fine les mouvements et en étant conscient. Et ça, c'est pas la moindre des choses. Parce que souvent, on va essayer de stabiliser l'esprit, mais on n'est pas forcément au courant du domaine que la conscience va investir. Est-ce qu'elle va investir le domaine sensoriel, auditif, olfactif, gustatif, mental? On ne sait pas toujours. On sait juste qu'il y a eu une distraction. Mais finalement, on est assez grossier en disant distraction. Disons, c'est un peu à la hache, quoi. C'est pas très fin. Non, c'est plus subtil. C'est plus subtil. C'est naturellement plus subtil. C'est-à-dire que la conscience, elle écoute un son, ou alors elle est en train d'avoir une sensation physique, ou alors on est en train de, je sais pas, n'importe, évidemment. Je me rappelle un jour, ça m'avait frappé, Lama Tenzang disant dans une séance de méditation et donnant les instructions, il dit, mais si on pense au doigt de pied, la conscience est dans le doigt de pied. Si on pense à l'épaule gauche, elle est dans l'épaule gauche. C'était une manière de dire, mais en fait, la conscience se déplace et on peut avoir conscience de là où elle se trouve, tout le temps. Et on le sent très bien. On peut être en train de méditer et si on se dit, est-ce que sommes-nous assis? On sait qu'on est assis, mais sommes-nous assis dans le sens, portons-nous attention au fait d'être assis? Est-ce que l'on porte attention au contact de notre corps sur le sol? Là, tout de suite, on sent que c'est une autre qualité de présence et une autre qualité d'attention qui n'est pas fréquente. Parce que la plupart du temps, on ne sait pas très bien en fait où nous sommes. Donc c'est très intéressant de voir où nous sommes. Alors le paradoxe, c'est que plus nous savons où nous sommes, moins nous savons qui nous sommes. Alors, disons, c'est pas que tout à coup on oublie qui nous sommes, mais la richesse du jeu qui se trouve quelque part commence à devenir assez évidente. C'est-à-dire, il n'y a pas... Le jeu est très globalisant. L'idée même, la saisie d'un jeu est hyper globalisante. C'est-à-dire, c'est une espèce de package comme ça, sans très bien savoir où ça commence, où ça se termine. C'est jeu. Je à faim, je à mal, je pense, voilà. C'est toujours jeu, quoi. Alors évidemment, c'est toujours jeu, et puis à l'extrême opposé de ça, on pourrait dire qu'il y a une infinité de jeux. Mais d'une manière ou d'une autre, soit il y a une infinité de jeux, et dans ce cas-là, il n'y a pas de jeu, soit il y a un seul jeu, puis dans ce cas-là, ce n'est pas non plus le jeu, c'est pas cohérent par rapport à cette infinité d'expériences. Donc, en fait, on pourrait dire, savoir où notre conscience se trouve, mais notre rapport au jeu va devenir beaucoup plus, je sais pas, j'ai même pas envie de le qualifier d'ailleurs, c'est pas tellement intéressant de le qualifier, beaucoup plus autre. Voilà, il est autre. Il est autre que ce rapport globalisant, justement. Il est autre et il est à découvrir aussi, surtout. On verra bien ce qu'il est, on n'a même pas besoin de savoir ce que cela est. Ça va changer tout le temps. Mais porter attention à un support, ça a cette vertu. C'est-à-dire, ça a cette vertu de nous placer dans un rapport d'attention à l'égard d'un support, mais aussi à l'égard d'une conscience sensorielle. Et ça, on n'en a pas toujours
conscience. Si par exemple on utilise un support visuel, tel un petit caillou qu'on mettrait devant soi, comme on nous le dit dans les instructions du Mahamudra, on commence vraiment la stabilisation par des choses très très simples, dans ce cas-là, on utilise la conscience visuelle. Et on utilise la conscience visuelle, et en fait, la conscience est avec la conscience visuelle. Bon, disons, ça veut dire qu'il y a le fait de voir un caillou, ça c'est une chose, mais l'attention qu'on porte, c'est une manière de placer la conscience dans le champ de la conscience visuelle. Parce qu'on pourrait très bien, les yeux peuvent voir un caillou, mais on peut ne pas porter attention à ça. Il peut y avoir simplement l'exercice de la faculté. L'exercice de la faculté ne suffit pas à ce qu'il y ait une conscience. Une conscience, il doit y avoir une intention portée sur l'objet, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que là, après, ça nous en... Pardon ? Si, ça vaut la peine. Si, ça vaut la peine, c'est vrai. Donc, la base de la base, c'est ce que rappelait la Madhyampatayi l'autre jour, c'est ce qu'on appelle les Kuntu Dhoranga, c'est-à-dire les 5 facteurs omniprésents. Et ces 5 facteurs omniprésents, c'est le fait qu'au moment où la conscience se dirige vers un objet, elle ne se dirige jamais toute seule. Elle se dirige toujours avec 5 facteurs mentaux. Sur les 51 facteurs mentaux, elle se dirige avec l'intention, avec la sensation, la perception, la focalisation, et puis le 5e, et puis le mouvement, tout simplement. C'est-à-dire le fait qu'il y a un mouvement qui est porté vers quelque chose, comme une espèce de dynamique. Et ça, c'est toujours présent. C'est-à-dire que c'est l'intérêt de cette forme de dissection qu'on trouve dans l'Abhidharma, c'est que justement, on perd cette vision globalisante. On rentre dans le détail. Mais pour rentrer dans le détail, évidemment qu'il faut rentrer dans l'attention. Si on ne rentre pas dans l'attention, on ne voit pas le détail. C'est sûr. C'est un peu comme si on zoomait, et en zoomant, on commence à voir la trame de l'image. On voit des pixels. Et c'est pour ça que c'est paradoxal. Parce qu'à la fois, on voit l'image forcément plus près, mais on perd l'image. Donc, j'ai souvent parlé de ça, mais en même temps, c'est intéressant. Parce que le but, c'est pas d'ailleurs de perdre l'image pour perdre l'image. C'est juste de changer de focale. On change de vision, et donc quand on change de vision, forcément, on pourrait dire que par l'expérience, ça nous fait envisager l'existence du jeu d'une autre manière. Par l'expérience. Non pas mentalement, mais par l'expérience. Et donc, ne serait-ce que se rendre compte, si on rentrait... Alors après, il faudrait qu'aussi je révise, parce que je n'ai pas l'Abhidharma comme ça, inné dans ma tronche, on est bien d'accord. Mais disons, si on rentre dans le détail de tout l'Abhidharma, puis on sait combien c'est touffu pas pour être touffu. C'est touffu parce que c'est précis, tout simplement. Et c'est précis parce que ça nous intéresse de savoir ce qui se passe. Et ça, je trouve que dans la tradition bouddhiste, c'est extraordinaire. Parce qu'on n'a pas élaboré un modèle abhidharmique, pour parler comme les spécialistes, parce qu'on s'est dit, tiens, on va créer l'abhidharma. L'abhidharma, c'est créé, on pourrait dire, du fait de l'expérience. C'est-à-dire, c'est d'abord des méditants, des méditantes, qui méditent, donc, qui scrutent par le biais de Chenxie, c'est-à-dire par le biais de l'attention et par le biais de cette présence à soi. Et c'est en utilisant ces outils-là que petit à petit des choses se découvrent. Il ne faut pas oublier que dans la démarche fondamentale bouddhiste initiée donc par le Bouddha, quand il parle de l'impermanence ou du non-soi, comme étant la caractéristique même des phénomènes, il ne le pose pas comme un postulat. Pas du tout. Ce n'est pas du tout un postulat, ce n'est pas un postulat philosophique. C'est quelque chose qui découle de l'expérience. Pour lui, le non-soi est une évidence, mais c'est une évidence réalisée. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il est en train d'inexister au moment où il parle, parce qu'il parle en jeu, pendant 40 ans en plus. Donc on ne peut pas dire que c'était un ectoplasme, le Bouddha, pas du tout. Il était vraiment présent, il mangeait, il se déplaçait, il vivait avec les gens. Donc voilà, il existait. Mais donc évidemment que ce qu'il pouvait dire, ce qu'il a dit, ce qu'il a exprimé, c'est toujours marqué par l'expérience. On ne quitte pas ce champ de l'expérience. C'est juste intéressant de rappeler ça, quand on médite justement, parce que quand on médite, quand on développe cette pratique du calme mental, on n'est pas juste en train de se calmer, on n'est pas juste en train de vouloir plus de silence. Bon, on peut, à la rigueur, voilà, de toute façon, on va découvrir, on peut même questionner ce que l'on veut.
c'est OK. Et puis c'est très bien de vouloir ce qu'on veut. Mais après, c'est un exercice qui va naturellement questionner, parce qu'il est questionnant. Il est vu comme questionnant. Il n'est pas vu comme quelque chose, comme une espèce de moyen pour arriver quelque part. Il est vu comme une mise en route et on verra bien où on arrive. Et ça, c'est très différent dans la perspective. Et c'est très intéressant, en fait. Voilà, j'avais juste envie de vous dire ça. Parce que je pense que c'est intéressant dans la pratique de se dire, ben voilà, on se met dans un processus où on verra bien ce qu'on découvre, plutôt que dans un processus où il est question de découvrir. Même si les textes jouent sur les deux tableaux. Parce qu'en même temps, on va vers l'éveil, absolument, on en parle, il y a des volumes et des volumes pour dire ce que c'est que, non pas l'éveil, mais la réalisation de la vacuité, on théorise tout ça. Puis en même temps, on nous dit, va, cherche l'esprit. Donc on est paradoxal dans les textes. Mais, parce qu'à la fois, il faut avoir un peu une idée pour avoir envie de se mettre en route, mais il faut vraiment se mettre en route pour savoir ce que le voyage nous réserve. C'est les deux, forcément. Parce qu'on est fait comme ça. Parce qu'on a envie d'aller, je ne sais pas, en Islande, voir les icebergs, parce qu'on en a entendu parler, parce qu'on a vu des images, etc. Puis en même temps, il faut y aller pour voir ce que c'est. Parce que, voilà, bah, il y aura le bruit des mouettes, il y aura le froid, quoi, il y aura tout ce qu'on va vivre qui vont faire qu'il n'y aura peut-être pas d'iceberg d'ailleurs. On n'en sait rien. Bon, bref, mais vous avez compris l'idée. Mais donc voilà, c'est pareil. Donc on a envie de méditer, on va s'emparer de techniques, puis ensuite on va découvrir. Et puis voilà, et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que c'est bien d'être là aussi. Alors, commençons. On a là l'enregistrement, ben, il a commencé après la prise de refuge, mais la prise de refuge a été faite avec le développement de l'esprit d'éveil. Et bien sûr, cette prière aussi au maître spirituel, ce qui fait qu'on peut commencer. Alors, donnons-nous chacun, on peut le donner pour soi, mais une intention, avec support, sans support, attention au corps, attention à l'audition ou n'importe, et expérimentons à partir de là. Mais à partir du moment où c'est donné une intention, effectivement, ce sera plus intéressant peut-être. Quoi, tout est toujours intéressant, mais ce sera intéressant de voir justement, de faire l'expérience de ça. Tiens, est-ce que ça change quelque chose d'avoir un rapport conscient très net avant ou pas? Voilà la proposition.
une petite pause. L'investigation, ou plutôt pas forcément l'investigation, mais la présence à la conscience mentale, à la conscience tactile, sensorielle, elle est intéressante. Par exemple, je constate que là, je rencontrais des phénomènes d'endormissement. C'était intéressant pour moi d'observer que chaque fois qu'il y a un phénomène de torpeur, il y a aussi des pensées qui se développent. Et que donc, du coup, la conscience sensorielle, revenir à la conscience sensorielle, c'est faire activer cette capacité de Tenshi, justement, et naturellement, la distraction cesse. Alors après, bien sûr, le phénomène d'endormissement, il peut être là, hein, comme par exemple ce que j'étais en train de vivre. Mais c'est par à-coup. Et donc, cette intention première de revenir, finalement, donc de tenpa, donc se souvenir que, en fait, je suis en train d'investiguer, fait que c'est plus, en tout cas, je l'expérimentais comme plus simple de repérer la distraction. Alors maintenant, j'en suis pas non plus complètement sûr, parce que parfois, quand on est dans des phénomènes, on rencontre la torpeur, ce qui est vraiment, c'est costaud la torpeur, hein, ou l'agitation, c'est pas facile. Mais c'est aussi intéressant de méditer dans cette condition-là, parce qu'évidemment, on médite dans toutes les conditions. Il fait beau, il pleut, il y a de la neige, bon ben voilà, c'est pareil, hein. Donc, il faut bien aussi méditer avec la torpeur, on ne peut pas faire autrement. Alors, si c'est trop fort, on se lève, on marche, on se met de l'eau fraîche sur le visage. Voilà, il y a plein d'instructions. Et c'est d'ailleurs très drôle dans les... Quoi drôle, oui, si, dans les instructions du Ngadun Gatso, donc de l'océan de certitude, on dit, si jamais c'est vraiment, il y a un peu trop de torpeur, vous pouvez toujours faire un trou dans la porte murée de la grotte, et puis pour avoir un peu un filet d'air qui arrive. Donc c'est toujours génial parce qu'on se dit, oui, en fait, ceux à qui ça s'adressait, c'était peut-être pas exactement les mêmes. Donc voilà. Mais bon, vraiment, toute proportion gardée, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont faites pour faire avec, en fait, tout simplement. Plutôt que se dire que c'est une mauvaise méditation, non. Parce que de toute façon, la méditante, le méditant est confronté à des choses comme ça. Donc l'attention portée à la conscience sensorielle, en l'occurrence tactile, elle est intéressante. Elle peut être intéressante. Mais ça peut être le son, hein, ça peut être le goût, l'odorat, pourquoi pas, n'importe. Euh, la conscience mentale, c'est plus difficile. Hein, il y a un côté discursif dans la conscience mentale. Alors que dans les consciences sensorielles, il y a un côté très simple, en fait. Immédiat, très très simple. Donc il y a quelque chose de très, pas seulement reposant, mais de très lucide dans les consciences sensorielles. Alors que la conscience mentale, c'est pas simple. Donc voilà, bon, tout simplement pour dire que oui, ça fait partie des explorations. Oui, Catherine? Ce que tu disais tout à l'heure du mouvement. Le mouvement, oui, l'intention vers un objet. Quand on va dans les consciences, je sais pas, par exemple, Mhm. conscience tactile, Conscience tactile. je vais vers ce que je sens, donc Est-ce me qu'on... rends compte du fait que je saisis. La question là de Catherine, je vous la répète parce que sinon vous ne l'entendez pas. Est-ce que je vais consciemment vers la conscience Ouais. Alors, est-ce que je vais vers l'objet ou vers la conscience tactile en l'occurrence? C'est pour ça finalement que j'envisageais un peu sous forme d'une suggestion de placer une intention de départ. Parce que l'intention de départ, elle est mentale, donc clairement.
Et puis l'intention de départ, c'est celle qui nous fait nous dire, bon ok, je vais rentrer dans la pratique et je vais m'établir là. On pourrait dire c'est le starter, quoi. Mais après, on laisse l'intention mentale de côté. On reste sur l'investigation. Mais évidemment, il doit y avoir au départ une volonté consciente d'observer. Et en l'occurrence, un champ de conscience donné. Donc tactile, si c'est tactile qui nous intéresse. Donc là, on ne peut pas faire autrement que de se diriger d'une certaine manière vers un objet. Maintenant, une saisie, non, pas pour autant, parce qu'il y a aussi cet aspect-là dans ta question. Une saisie, du point de vue, disons, en tibétain, quand on utilise le terme saisie, il n'a pas le côté zut, j'ai raté qu'on peut avoir. Dans le sens où saisir, c'est juste zinpa, c'est assez neutre. C'est-à-dire, on peut très bien saisir et dessaisir. C'est pas trop complexe. Le problème, c'est pas tellement la saisie, le problème, c'est pas lâcher. C'est ça qui est difficile. Disons, c'est ça qui nous pose problème. Saisir, tout le temps, on saisit, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on parle des consciences d'engagement. Il est presque pas envisageable de ne pas saisir. C'est-à-dire, encore une fois, les 5 facteurs omniprésents, entre autres, font qu'on va vers un objet. Aller vers un objet, c'est déjà une forme de saisie, forcément, vu qu'il y a une intention d'aller vers un objet. C'est clair. Mais maintenant, si on s'y place sans saisie, ça c'est possible. Parce qu'une saisie, ça voudra dire on pourrait dire, pour essayer de comprendre l'idée de la saisie c'est comme une matérialisation. C'est comme vouloir réifier. Il y a quelque chose de l'ordre de la réification dans la saisie. Disons, le côté problématique de la saisie vient de la réification. Si la saisie, c'est juste la qualité d'attention, c'est autre chose. Mais évidemment, la réification, oui, ça, c'est toute une autre affaire. Parce que la réification, ça veut dire qu'on a fait un objet. Alors, et là, c'est une fiction, effectivement. Vu qu'une sensation, elle est fugace. C'est-à-dire, c'est une expérience de la conscience aussi. Et donc là, il n'y a rien qu'on peut saisir. Et pas plus qu'une pensée, quoi. Là, il y a une part totalement imaginaire. Dès lors qu'on arrive dans l'idée d'un objet qu'on a saisi, par exemple être heureux ou être triste dans la méditation, disons si on observe les choses comme ça ne veut pas dire on peut très bien ne pas être heureux ou triste ou gai ou n'importe quoi. Évidemment, la vie traverse à travers nous. Mais dans le processus méditatif, c'est très compliqué de pouvoir établir d'une manière ferme être triste ou heureux. C'est pas impossible. Mais l'observation fine fait que l'objet, il perd quand même de sa densité, quoi. Et ça bouge, beaucoup. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant de le voir bouger aussi. Parce que du coup, on voit bien que s'il fallait maintenir, par exemple, une félicité, ça demande beaucoup d'efforts. En tout cas pour nous. Ou alors une très grande saisie. C'est pour ça que les devas, du point de vue bouddhiste, les devas, c'est problématique. Parce que les devas, ils sont dans une félicité extraordinaire, mais dans une grande saisie. C'est ça qui est difficile. Du point de vue deva. Et du point de vue bouddhiste, c'est ça qui est critiquable. C'est pas la félicité. Le problème, là, en l'occurrence, c'est maintenir la félicité. C'est-à-dire penser que c'est matérialisé. C'est-à-dire penser que c'est réel. C'est là où ça devient problématique. Et d'ailleurs, on le voit bien, on a beau ne pas être des devas, on voit bien que dès lors qu'on vit quelque chose et puis qu'on pense qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête, ce qui est une forme de réification, ça commence à devenir problématique. À l'instant où on se l'est dit, ça va commencer à devenir difficile. Parce que, évidemment, il n'y aura jamais une maîtrise là-dessus. C'est impossible. Ça, c'est sûr, on le sait. Voilà. Bon. On continue l'exploration. Ça vous va? On reprend la posture.
Au moment de reprendre la posture, c'est aussi reprendre la vigilance, hein, forcément. C'est replacer l'attention dans le corps, c'est se dire, ok, donc on repart dans la pratique comment, voilà, hein, c'est plus que juste s'asseoir, évidemment, c'est s'asseoir d'une manière très consciente.
une petite pause. Voilà, on va s'y remettre. Donc à nouveau, on se place dans la posture. Intérieurement, on replace l'intention. Et la conscience reste avec le support. Le support servant à cela d'ailleurs.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'exploration. En tout cas, non, pas la fin, mais de cette exploration-là, évidemment. Voilà, on va conclure par une dédicace, bien sûr, qui est toujours une façon, je le rappelle tout le temps, mais c'est une façon de faire des souhaits, une façon aussi de se dessaisir de sa pratique, de souhaiter qu'elle puisse germer dans l'esprit d'autrui, un peu comme si on souhaitait qu'elle prenne de l'ampleur. C'est retour à cette image que je donnais au départ. C'est vraiment cette goutte d'eau qu'on met dans l'océan. Elle ne se perd jamais. Il y a vraiment cette idée dans la dédicace. On va considérer que si on la garde pour soi, on risque de perdre cette eau, mais si on la confie à l'univers, plutôt si on la confie à cet océan de gouttes d'eau, eh bien, elle ne va pas se perdre. C'est ça l'image. Donc voilà, on peut accomplir cette dédicace avec le souhait sincère de faire que cette vertu se développe et bien au-delà de nous-mêmes. Sonam diye tam che zempane tumne nyepe danam pam jene kenga na jembalam tropai sipe zole doa dorai shu. Voilà. Eh bien, merci encore une fois d'avoir été là. Mercredi, pratique de Chenrezi. Moi, à ce moment-là, je serai en train d'être dans l'avion pour arriver en Inde, à Bodh Gaya avec Agathe, mais les activités continuent. Donc, ce sera un groupe de, non pas réflexion, mais d'écoute attentive, guidé par Seferer, Laurence et Elsa, je crois les deux. Qu'elle ne m'en veuille pas, je ne me rappelle plus exactement qui guidera cette soirée, mais cette soirée aura lieu après la pratique de Chenrezi. Donc 18h30 la pratique de Chenrezi, 19h30 donc le groupe d'écoute. Et puis ensuite, pratique du calme mental aussi lundi, donc dans une semaine. Et puis sinon, nous on se retrouve, bon vous avez bien sûr le calendrier pour vous en référer aux activités, puis on se retrouvera après la pause d'hiver au mois de janvier. Oui, Catherine? Le calme mental lundi soir, ça sera Zoom. Je pense, ouais, Zoom. Oui, de toute façon, on précisera encore sur les groupes divers et variés, mais pour avoir l'info, bien sûr. En tout cas, merci d'avoir été là. Et puis, portez-vous bien et à bientôt. Voilà. Et je vais arrêter la session ici. Bye bye tout le monde.